invité avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est avec nous en plateau, le directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être là. Vincent Genzi nous accompagne également, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudard. Bonsoir Vincent. Merci beaucoup d'être là. Bon, l'idée de faire déjà pour entamer cette émission un état des lieux du marché après un mois de guerre de haute intensité qui se poursuit toujours en Ukraine, bien sûr, crise géopolitique majeure avec la Russie et en parallèle des banques centrales, une banque centrale, la Fed, qui ne lâche rien sur l'idée de la normalisation et qui est même peut-être prête à accélérer encore le rythme de sa normalisation avec pourquoi pas des hausses demain de 50 points de base et non plus de 25 points de base. Pour donner quelques éléments de contexte. Le rebond des marchés a été quand même spectaculaire depuis la semaine dernière, Vincent, accompagné par une correction rapide du marché obligataire, rebond des marchés actions, correction du marché obligataire avec des taux qui sont quand même remontés très très vite ces derniers jours. Que vous inspire cet équilibre de marché dans le contexte actuel ? Je crois qu'il appelle quand même beaucoup de questions et on a quand même peu de certitudes. Le rebond a été violent, il s'appuyait sur des niveaux particulièrement faibles et survendus. Un des indices il y a une quinzaine de jours avec des indicateurs de sentiment qui s'étaient aussi pas mal dégradés. Donc il y avait du pessimisme, un peu de liquidation sur les marchés. Donc ça, on avait bien vu qu'on était survendu et qu'il y avait de la place pour un rebond technique. Le rebond a été assez fort, probablement plus fort qu'attendu par la plupart des intervenants. Et ce qui est surtout étonnant, c'est qu'il s'est encore poursuivi pendant quelques jours, malgré des accumulations de relativement mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que les espoirs que l'on fondait sur un aboutissement de discussions rapides entre Russes et Ukrainiens se sont pas envolés, ils sont toujours là, mais enfin on voit bien que de mon point de vue, Poutine n'est absolument pas en position de négocier. Il pense négocier en position de force et il va obtenir la capitulation totale des Ukrainiens. Et à mon avis, je pense qu'il va avoir encore un petit peu de mal. Et malgré cet enlisement à la fois du conflit, même si les frappes sont dures, mais sur le terrain, c'est un peu enlisé, et cette absence d'aboutissement des négociations, le marché était résilient jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est peut-être la nouvelle sur le pétrole russe payé en roubles qui fait baisser les marchés. Je crois que les marchés avaient aussi beaucoup monté et que le consensus aujourd'hui c'était bon, il nous faut vraiment des bonnes nouvelles pour aller plus haut, sinon autant on priçait un peu trop une récession. Aujourd'hui, on est peut-être un tout petit peu trop optimiste à court terme. On arrive aux limites de la stratégie de l'espoir, là. Oui, un petit peu. Un petit peu. D'autant que, comme tu le disais, les banques centrales, elles, enfoncent le clou. La BCE, la semaine dernière, qui a confirmé quand même qu'elle allait réduire ses achats et probablement relever ses taux en fin d'année. Et surtout la Banque centrale américaine, qui a confirmé ce que le marché semblait prêt à abandonner, mais sur lequel elle a insisté, c'est-à-dire à peu près 6 hausses de taux cette année. 6 hausses de taux à 0,25, ça fait 1,5. Et si c'est 0,50, il n'y en aura que 3, mais ce sera plus fort. Alors, à ces nouvelles, les marchés ont plutôt réagi positivement, ou en tout cas ont gardé la tête froide, puisque les taux longs sont quand même repassés de 1,70 à 2,30 aux États-Unis, de 0 à 0,40 en Allemagne, et les marchés ont bien tenu. Bon, alors il y a eu le traditionnel petit jeu de rotation entre value et croissance à ces moments-là. Mais globalement, les marchés n'ont pas baissé, ils ont bien tenu et j'ai du mal à comprendre. Alors on me dit que oui, la Fed montre les dents et donc elle a bon espoir comme ça de juguler les anticipations. Et ça rassure donc les investisseurs. Les remontées d'anticipation d'inflation, peut-être, mais enfin, bon, à côté de ça, on en est au tout début des révisions baissières au niveau de la croissance et encore plus des révisions de résultats, parce qu'il y a eu à peine de révisions à la baisse sur les résultats. Donc, les marchés restent sans doute un peu schizophrènes, peut-être qu'ils sont aussi aux mains d'intervenants de plus court terme, et non pas d'investisseurs long terme, qui ont peut-être été un peu présents lors des points bas, mais qui ont dû très vite arrêter leurs achats. Voilà, donc encore beaucoup de questions. Si la seule certitude que moi j'ai personnellement, c'est que je suis quand même plus convaincu qu'on a peut-être fait les points bas il y a une dizaine de jours. D'accord. Et qu'on n'irait pas plus bas en l'absence d'embargo total sur le gaz et sur le pétrole. Je crois que c'est une question qu'il va falloir se poser néanmoins, parce que c'est une question, beaucoup de réticence en Europe évidemment, du côté de l'Allemagne notamment, mais la question est plus que jamais sur la table et puis une série de sommets sont prévus là.
à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine pour peut-être avancer sur l'idée d'une nouvelle phase de sanctions un peu plus dure. François, votre commentaire de marché, je sens dans les propos de Vincent quand même un peu de prudence après ce rebond qui a été violent. Est-ce que c'est une prudence que vous partagez, François ? On a des marchés qui effectivement ont une phase de correction assez forte et tout à fait légitime. On a perdu jusqu'à 20% sur les indices en Europe. C'était légitime compte tenu du contexte qui était celui dans lequel on travaillait. Qu'est-ce que ça voulait dire quand on est arrivé là ? Est-ce que c'était une capitulation ? Est-ce que c'était la prise en compte de multiples, de révisions baissières des bénéfices, etc. Si on prend les moyennes de multiples et qu'on applique à l'envers cette baisse des marchés, c'était effectivement 20-25% de baisse des bénéfices qui étaient enregistrés par le marché, si on considère que le multiple historique des marchés européens reste constant. Est-ce que ça suffit face à une crise comme celle qu'on est en train de connaître ? Moi, je ne suis pas certain. Est-ce que c'était d'un point de vue technique une capitulation totale ? Est-ce qu'on a vu les mains les plus fragiles toutes céder ? Je n'en suis pas non plus totalement certain. Ouais. Là, on parle des séances du 4 et 7 mars, c'est ça. Il y avait le vendredi et la séance du lundi qu'on a perçue comme étant une capitulation. Avec un vocabulaire, effectivement, qui était celui d'une capitulation. On parlait nucléaire, on parlait chimique, on parlait... Il n'y avait plus d'espoir. Plus d'espoir. C'était les séances les plus noires. Mais pour autant, est-ce que ça a été vraiment des séances de capitulation ? À mon sens, je partage votre opinion. La fermeture d'un robinet de gaz ou de pétrole... qu'on n'aurait pas, nous, décidé ou organisé correctement, ou une mauvaise nouvelle du côté de la guerre, c'est-à-dire d'armes, et le pire, ce mot de nucléaire dont je parlais tout à l'heure, on est certain que les marchés ne sont pas calibrés pour ça et n'ont pas du tout intégré ces choses-là dans les valorisations actuelles. Donc derrière, on a un rebond qui me paraît être un rebond technique, en tout cas aujourd'hui, parce qu'on n'a rien de nouveau qui puisse... dire que c'est autre chose qu'un rebond technique, qui remet le marché à un niveau qui peut paraître effectivement surprenant par rapport au sommet récent, parce que en vérité, le recul est très limité par rapport à ce à quoi on assiste. On est revenu sur les niveaux d'avant-guerre, ce qui est déjà spectaculaire en soi, sachant que la guerre n'a pas faibli en intensité depuis loin de là. Et autre quand même phénomène, c'est que tout le reste... tout ce qui aurait été regardé par ailleurs et qui aurait déjà permis d'expliquer une baisse de cette ampleur-là, vous parliez des taux, je pense que clairement les taux auraient pu expliquer un repli des marchés de cette façon-là, les perspectives de hausse de taux directeurs de la même façon, la volatilité qu'on a sur les matières premières et toutes les inquiétudes pour les entreprises qui doivent établir des plans d'investissement à moyen terme et qui en sont totalement incapables dans ce contexte, les difficultés d'approvisionnement, les difficultés liées tout simplement à la décision ou pas d'ouvrir une usine pour faire fonctionner compte tenu des nouveaux prix de l'énergie qui sont ceux qui sont appliqués aujourd'hui. Tout ça, finalement, n'est pas enregistré par le marché. Non. Donc on a un marché qui fait un très beau rebond technique, on a des perspectives de croissance qui se sont dégradées, et donc des objectifs qu'on pouvait avoir en début d'année, notamment en Europe, qui pouvaient être ambitieux et raisonnablement ambitieux. C'est-à-dire, c'était pas du tout de manière tout à fait motivée, on était ambitieux en début d'année. Aujourd'hui, dans un schéma dans lequel on est revenu un peu dans le TINA. Vous vous souvenez, il n'y a pas d'alternative. Je l'ai jamais oublié, oui. Il n'y a pas d'alternative à être investi en actions. Ouais. Et puis, on a des investisseurs qui se sont aguerris aux différentes crises et qui se disent, ben voilà, on a une correction, c'est le moment de remettre un peu de risque dans le portefeuille, etc. Je peux, en tout cas moi, à ce stade, trouver cette explication à ce rebond uniquement par cet aspect psychologique-là. L'effet mémoire des schémas précédents. Soit je perds de l'argent des crises précédentes. Voilà, soit je perds de l'argent de manière certaine sur des niveaux de taux qui font que je ne gagne pas d'argent face à l'inflation. Et bon, je perds du pouvoir d'achat à moyen terme sur mes actifs, soit je vais sur du risque, et puis j'ai du temps devant moi, c'est pas de l'argent dont j'ai besoin, et puis j'ai appris qu'il fallait acheter quand c'était le son du canon, et donc on y retourne. Et on a eu ça, nos clients nous ont beaucoup sollicité, et moi c'est assez frappant, parce qu'on a un laboratoire de clientèle chez Montségur Finance, que notre métier c'est de la gestion privée essentiellement, donc on est en relation directe avec les clients. Et on voit bien ceux qui nous rappellent en disant,
c'est bon, on attendait pour investir, et ben c'est le bon moment pour en remettre. Et puis ceux qui venaient juste de commencer à rentrer, qui lui disent oulala, voilà. Mais on a ce sentiment-là de cette éducation et de cette idée de profiter de tous les replis pour s'investir sur les marchés où on n'était pas forcément aussi présent qu'on aurait pu aimer être l'année dernière quand on avait des marchés très florissants. Est-ce que ça fait une tendance ? Est-ce que c'est de nature aujourd'hui à montrer un retour à la tendance d'avant ? J'en suis pas du tout convaincu. Je comprends. Surtout, alors c'est intéressant, vous parliez du TINA, c'est vrai qu'on a vécu avec l'idée que l'obligataire ne rapportait plus. Maintenant, on a sous les yeux la réalité d'un obligataire qui fait même perdre de l'argent. Et c'est vrai que l'accélération de la correction obligataire des derniers jours a permis là, de montrer donc, ce drawdown historique. Hein, on l'a vu un peu sur différents médias, mais pour de l'obligataire sans risque, et je l'ai même vu sur un portefeuille Bund, investi donc sur la valeur refuge par excellence, l'obligation d'État à 10 ans de l'Allemagne, c'est une baisse de 7, 8, 9% du pic au creux. C'est 10% pour des indices obligataires sans risque agrégés chez Barclays ou chez Bloomberg. C'est une correction historique de l'obligataire du pic au creux. Même en 2008, visiblement, on n'avait pas eu une correction aussi importante. Sur un peu plus d'un an, c'est 2,6 trillions de dollars de valeurs obligataires qui ont été détruites. Chiffre compilé par Bloomberg qu'on a tous vu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change, ça ce phénomène-là, il est quand même important. Il faut le relativiser un petit peu. Ce sont des chiffres importants, des évolutions, des fluctuations importantes, mais qu'il faut mettre en regard du niveau des taux où nous étions. Quand on a des taux qui sont à zéro ou négatifs, il y a un effet de levier très très important, ce qui fait que effectivement les pertes peuvent aller augmenter très vite. En fait, on est en train d'expérimenter ce que les États-Unis ont expérimenté il y a déjà quelques années, quand ils sont passés des taux très faibles, 0 à 0,5, 1, etc. Pour autant, est-ce que c'est suffisant ? On a quand même des taux qui, en Europe, sont pas encore très élevés, surtout sur le vrai sans risque qu'est le Bund. À 0,40, c'est toujours pas rémunérateur et toujours moins rémunérateur face à l'inflation. Oui, donc, bien sûr. L'effet TINA... je ne sais pas s'il joue vraiment parce que, comme le dit François, je ne suis pas sûr qu'il y ait une forte appétence pour les actions, d'une manière générale, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais pour un peu de gestion institutionnelle, pour de l'allocation active-passive, pour de la gestion... Enfin bref, il est possible qu'effectivement, il y ait une orientation à la marge vers les actions face à un risque de perte qui reste sur les taux en Europe, tant qu'on n'a pas atteint des taux normatifs un peu plus élevés. Donc oui, il y a peut-être un petit effet TINA. Comme le disait François, on a eu aussi des clients un peu historiques qui nous disent, voilà, c'est sans doute le moment de revenir. Pas très très nombreux, mais un petit peu. Et puis aussi des clients qui ont été un peu plus inquiets, étant moins... non pas au courant, mais ayant moins expérimenté de drawdown comme ceux qu'on a connus sur les actions. Mais non. Aux États-Unis, je pense qu'on commence à avoir une alternative. Pas vraiment encore en termes de taux réels, mais en taux nominaux, on sait que sur ces niveaux-là, il y a un petit peu d'acheteurs naturels qui reviennent sur les obliques américaines. La nouvelle du jour, alors sur le front de la crise géopolitique, c'est la volonté de Vladimir Poutine de faire payer le pétrole et le gaz en roubles aux Européens. Bon, il y a un protocole qui est mis en place, qui va prendre sans doute quelques jours. C'est surtout de ne pas utiliser le dollar, peut-être plus qu'utiliser le rouble, parce que la vraie sujet, c'est aujourd'hui cet affrontement qui est en train de se mettre en œuvre entre deux blocs occidentaux d'un côté et Russes, Chine de l'autre. On voit bien qu'il y a des sujets sur les devises de ce point de vue-là. Et ils considèrent que le dollar et l'euro sont plus des devises fiables. Je me mets j'écoute ce que dit Vladimir Poutine. C'est payer en roubles parce que moi, je n'ai plus confiance dans l'euro et le dollar. Vous avez gelé les actifs d'une banque centrale majeure. C'est quelque chose qui était inimaginable. Et donc, ces devises des pays occidentaux ont perdu la confiance du public russe, du point de vue de la perspective de Vladimir Poutine. Et yuan qui prend ce relais aussi, et on voit des transactions maintenant sur des matières premières, notamment du pétrole en yuan, qui sont acceptées par des pays producteurs.
Donc là, il y a quand même, on est en train de mettre des petits coups de canif sur le statut du roi dollar, et cette bipolarisation de notre monde est en train de se creuser, en tout cas du point de vue monétaire, mais force est de constater que c'est en train de se creuser sur beaucoup d'autres aspects lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les sanctions et dans les communications qu'on peut avoir, y compris la pression qu'on est en train de mettre sur la Chine, nous, bloc occidental, pour essayer d'obtenir qu'elle arrête de soutenir les initiatives russes en Ukraine. Bon, et sur l'idée de vouloir faire payer les Européens en roubles le pétrole et le gaz, c'est quoi ? C'est une embûche supplémentaire pour l'approvisionnement des Européens en gaz et en pétrole ? C'est une étape de plus vers un embargo volontaire ou contraint, je ne sais pas, sur la question énergétique européenne ? Il faut regarder vraiment les détails que je ne connais pas, mais de toute manière, si vous devez payer en roubles, vous allez devoir acheter du rouble, donc vous allez vendre du dollar pour acheter. C'est exactement la même chose que si vous donniez du dollar à la banque centrale américaine. Donc ça ne change rien sur le fond. Par contre, ça multiplie la transaction, mais c'est la fixation du prix. C'est que s'il fixe un prix du pétrole en roubles et qu'il demande à être payé sur cette base-là, étant donné que le rouble est fait du plus 50, moins 50, ça peut augmenter la volatilité du... Bon. Mais je pense qu'il va surtout accélérer un effet d'éviction. C'est-à-dire que... peut-être que la Chine, effectivement, acceptera de payer en roubles, mais je vois mal les pays occidentaux continuer à acheter beaucoup. Alors, les contrats vont être honorés, mais progressivement, on va les renouveler un petit peu moins. Moi, je pense qu'il est prêt à accepter le yuan pour payer apprécier son pétrole en yuan. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Le sujet ne se situe pas là. Aujourd'hui, il faut bien voir, on a gelé tous les actifs dans les banques centrales de la Russie, on a... effectivement, les actifs qui étaient dans les pays occidentaux qui ont appliqué l'embargo. Oui, il y en a beaucoup, y compris la Suisse. Donc, c'est la moitié des réserves de la Banque centrale russe, grosso modo, c'est ça. C'est quand même significatif. C'est majeur. Plus que significatif, c'est majeur. Il est attaqué de toutes parts et il a besoin quand même d'avoir un peu d'aide sur sa devise, j'imagine, s'il veut continuer à pouvoir faire des choses en interne. Donc clairement, lui, il est tenu. Et c'est vrai que c'est un jeu où on se tient vraiment, puisque nous, on dépend du gaz. Et lui dépend de ses entrées de devises pour quand même faire fonctionner son régime, qui doit consommer à l'heure actuelle beaucoup d'argent supplémentaire dans cet effort de guerre. Dans l'effort, on l'imagine également, du maintien de son armée, de son KGB, de ses dirigeants, etc., qui ont besoin quand même de voir arriver des espèces essonnantes et trébuchantes pour maintenir les choses. D'ailleurs, on le voit, il augmente des retraites, des salaires. On le voit assez généreux en interne pour essayer de se maintenir politiquement, en tout cas, de ce point de vue-là. Donc c'est un jeu qui est difficile parce que on peut évidemment tout imaginer, mais la première des choses qu'on doit pouvoir imaginer, c'est qu'il décide à un moment donné de sacrifier cela et de fermer les robinets. Mais c'est ça. Et là, on n'est pas prêt. Du tout. Le scénario de rupture, parce qu'on a compris que la stratégie, c'était quand même de se rendre le plus vite possible, le moins dépendant possible au pétrole et au gaz russe. Mais ça prend du temps. Le plus vite possible, c'est pas l'échelle des marchés, et voilà, c'est pas l'échelle de la semaine. Le scénario de rupture, vous dites, il est pas, ça fait partie des choses qui sont, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont pas intégrées par les marchés. Vous savez, le cerveau humain est assez particulier. On a attaqué l'hiver, et moi, je voyais des graphiques où je voyais les stocks de pétrole, de gaz, en Europe, qui étaient très très en dessous des moyennes historiques à la période équivalente. Et c'est vrai qu'on se regardait ça en disant, tiens, c'est une donnée. On a des milliards de données économiques devant les yeux à longueur de journée. C'est pas forcément un facteur Après coup, c'était une stratégie volontaire visiblement déterminée de nous mettre dans cette situation de dépendance dès l'entrée dans l'hiver. Il s'avère qu'on n'a pas été dans un hiver extrêmement rigoureux, mais c'était vraiment quelque chose qui était délibéré. Et c'était un premier acte prémédité de Poutine sur ce gaz. On ne peut pas imaginer. Il est à l'initiative depuis le début. Donc on peut parfaitement imaginer un bon joueur d'échecs qu'il a déjà prévu quelques coups d'avance et qu'il a un arsenal devant lui de possibilités d'action. Et je pense qu'il ne s'interdit rien, évidemment. Donc à nous d'imaginer peut-être le pire. Si c'est le cas, la réponse à la question sur les marchés, c'est que les marchés sont quand même particulièrement optimistes par rapport à ce scénario-là. Les marchés nous disent aujourd'hui, ce qu'on l'on voit à la lecture directe des marchés, c'est on est en train d'avancer vers un cessez-le-feu en Ukraine, d'une manière ou d'une autre, dans un horizon de temps raisonnable. Ça, c'est le message du marché. Tout ce qui dérive de ce scénario, enfin tout ce qui déborde de ce scénario n'est pas pris en compte. Plus qu'un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui conduirait à une levée partielle des sanctions. Ah oui, alors... Ce qui n'est pas du tout évident non plus. Alors, est-ce que les Occidentaux vont accepter, dans le cadre de la négociation, de considérer que, dès lors qu'il y a cessé le feu,
ait un accord entre Zelensky et Poutine, que toutes les sanctions, tous les gels d'actifs, toutes les mesures pour récupérer ou sortir de la Russie sont caduques et qu'on reprend la vie comme avant. Au moment où on parle, moi, j'en suis pas tout à fait convaincu. J'ai l'impression que dans l'histoire des sanctions, je ne parle pas spécifiquement de la Russie, on met toujours plus de temps à les enlever qu'à les mettre, les sanctions, généralement. C'est ça. Et c'est rare qu'on les enlève totalement. C'est un peu comme les impôts, on sait les monter, mais les enlever, c'est plus dur. Ouais. Oui. Oui, le scénario de rupture sur l'énergie, alors on verra ce qui est décidé demain en Europe, mais il y a quand même beaucoup d'agitation sur cette question de savoir est-ce qu'il faut volontairement, politiquement, décider, nous, Européens, d'arrêter dès aujourd'hui l'approvisionnement en pétrole et gaz russe. Le sujet étant vraiment le gaz plus que le pétrole. Je pense qu'il n'y a pas de volonté politique, mais on pourrait se retrouver face à la même situation si... il y a une pression des opinions publiques, Vincent. Oui, non, mais bien sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va parler des entreprises derrière. Que ce soit Poutine qui soit à l'initiative de cette rupture. D'autant qu'il est acculé. Il y a quand même il a essayé de tout préparer, mais il a quand même eu beaucoup de mauvais renseignements, puisqu'il ne s'attendait absolument pas, au bout d'un mois, à être dans la situation actuelle. Avec une armée qui n'est plus alimentée, qui n'a plus d'essence, des stocks de munitions qui sont en train de diminuer, parce qu'il envoie des missiles, mais il faut aussi un petit peu de temps pour fabriquer des missiles, et il faut de la technologie. Donc, je pense qu'il est acculé. Et donc, plus il est acculé, rappelez-vous la fameuse histoire du rat que lui-même racontait, quand vous êtes acculé, vous montez les dents pour faire fuir l'adversaire. Donc, il est tout à fait dans cette position jusqu'au boutiste, ce qui peut paraître assez inquiétant. J'espère qu'il n'ira pas jusqu'à appuyer sur le bouton. Mais parallèlement, les marchés, malgré ce constat, restent extrêmement complaisants, comme on l'a dit déjà plusieurs fois. J'entends. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis sur ce risque de controverse pour les entreprises qui prend peut-être une nouvelle dimension avec la crise russe. Je ne vous fais pas la liste, mais c'est vrai qu'on voit à nouveau une espèce de vague de name and shame sur des grands noms, Total Energy étant l'exemple sur le permanent. Pétrole, il y a eu effectivement, en premier lieu, on a eu le pétrole où on a vu des opérateurs anglo-saxons balancer tous leurs investissements russes sans regarder. Honnêtement, c'était de l'ESG, mais c'était aussi une façon de dire on a des actifs de piètre qualité là-bas, on s'en défait. Mais ils ne sont pas sortis. Patrick Pouyanné le redit ce matin. Je ne parle pas de Pouyanné. Mais Patrick Pouyanné le dit ce matin. On me dit que mes confrères anglo-saxons sont sortis de la Russie. C'est complètement faux. Personne ne sait. Alors oui, on peut arrêter d'investir en Russie, mais les participations qu'on détient, pour l'instant, elles sont toujours là. Elles ont été pour certains Patrick Pouyanné le dit. Personne ne sait comment on sort des contrats et comment on sort aujourd'hui des participations, si ce n'est à offrir les 20% que j'ai dans Novatech à Novatech et donc à Moscou, voire aux Chinois demain qui seront évidemment présents pour récupérer ces... Ma question, c'était celle de... En tant qu'investisseur, comment vous intégrez? Est-ce que c'est un nouveau type de risque ou un risque qui prend une nouvelle ampleur? Parce que c'est déjà le sujet dans les marchés. Ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, qu'est-ce qu'on dira demain avec la Chine? C'est une question de valeur. Zelensky là, est en train de le dire à l'Assemblée nationale française après avoir fait le tour des parlements européens. Les valeurs valent plus que les bénéfices. Bruno Le Maire le disait il y a 15 jours, c'est une question de principe. Les entreprises françaises doivent participer à l'effort de guerre, quitter la Russie. C'est une question de principe. C'est plus une question de rationalité économique, c'est une question de principe. Si c'est une nouvelle manière de faire... Qu'est-ce qu'on fera demain avec la Chine? C'est effectivement une volonté des États-Unis de nous pousser à ce que nous passions rapidement du pétrole russe. Et là, c'est pas que le pétrole, c'est Auchan, Leroy Merlin, c'est toutes ces boîtes-là. Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe? On s'autodétruit. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'énergie, on ne fait plus rien. On n'était déjà pas très en forme d'un point de vue industriel. Si on n'a plus les ressources énergétiques pour faire face à notre économie, soyons clairs, on ne retourne pas à l'âge de pierre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'aura plus la même possibilité de produire. Est-ce que c'est de l'enjeu de principe? C'est simplement de priver la Russie des ressources pour maintenir ses budgets et la capacité militaire? Je l'entends très bien. Mais est-ce qu'on doit, nous aussi, par là même... se priver de toute possibilité de faire fonctionner nos économies, c'est un autre sujet. Moi, je constate que des entreprises prennent les devants et s'autocensurent elles-mêmes. Les banques disent qu'elles arrêtent tout. Monsieur Pouyanné vous répond très clairement, moi, je ne peux pas me permettre de mettre les pays européens en pénurie. À partir de là,
je considère que mon devoir est de continuer de faire le maximum pour fournir l'énergie. Il dit c'est une décision politique, c'est pas à moi de prendre cette décision. C'est ce qu'il dit. Non, mais si on sort, parce que là on a parlé du pétrole, mais si on sort du cadre du secteur pétrolier et de l'ensemble des autres secteurs qui sont industriels ou de services, bon, ce qui nous aide, c'est qu'on sait que ça représente des pourcentage relativement faible en termes de chiffre d'affaires ou de profitabilité. Donc un certain nombre d'entreprises disent aujourd'hui je ne travaille plus, je ferme mes boutiques, je n'exporte plus en Russie pour respecter les sanctions. Ce n'est pas un critère ESG supplémentaire. Et ça n'aura pas, d'un point de vue financier, un impact colossal. Ça aura, au cumul avec la hausse des matières premières, avec les perturbations, il y aura des impacts. Mais en termes d'impact réel à court terme au niveau du chiffre d'affaires, c'est pas grand-chose, la Russie. Décision symbolique qui permet de montrer qu'il y a un peu de vertu dans ce qu'on fait. Oui, il n'y a qu'une seule chose qui me gêne dans ce genre de décision, c'est que je comprends tout à fait la décision politique et la décision de dire, on veut sanctionner un régime, mais je pense qu'il est important de montrer à la population russe qu'on ne sanctionne pas la population russe. Et malheureusement, là, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, si on fait ça, je peux le comprendre, mais si jamais il y avait un changement de régime ou quelque chose qui arrivait à se mettre en place, on peut rêver. Je pense qu'il est important que toutes les entreprises occidentales manifestent un soutien vis-à-vis de la population russe pour ne pas laisser les Chinois occuper le terrain laissé, par exemple. C'est bien le paradoxe de la communication de Nestlé. Alors, je n'ai pas suivi précisément celle de Nestlé. Nestlé qui dit qu'ils vont se retirer de la Russie. Oui. Pour autant, sur les produits essentiels, alors... on va faire le tri des produits essentiels, c'est une notion assez vague. Vis-à-vis de la population, ça me semble intelligent. Ils ne peuvent pas se retirer comme cela. Et donc, on est dans ce clair-obscur difficile. En l'occurrence, nous, gérants de fonds et d'épargne, moi j'ai attaqué, on a fait évidemment le tri tout de suite pour savoir, parmi les fonds que nous détenions, gérés par des tiers sur les émergents, quelle était l'exposition éventuelle directe à la Russie. Il s'est avéré que sur les 3 fonds émergents que nous détenions, il y en avait un seul qui avait 3%, et on en est sorti rapidement. Donc, tout était facile. La réalité du monde virtuel, la réalité du monde en Ukraine, où il y a une bombe qui arrive sur la tête, c'est pas la même. Et je crois que nous, il faut qu'on se réveille. On n'est pas dans un jeu vidéo, on est en train de parler de notre capacité simplement à nous fournir les matières qui nous sont nécessaires à notre production de blé, de céréales, etc. Nos matières premières énergétiques pour faire absolument tout ce dont on a besoin, y compris notre vie quotidienne. Et donc, on est sur des enjeux qui sont cette fois-ci tout à fait tangibles. Et effectivement, on peut se gausser de grandes phrases, de grands trucs, mais force est de constater quand même que pour l'instant, on nous livre encore des 35 000 mètres cubes de gaz par jour provenant de Russie, et que l'Europe trouve ça tout à fait nécessaire et stratégique. Donc, on peut avoir un discours politique. Les faits, en réalité économique, nous montrent bien qu'on est dépendant, et que tant qu'on a cette dépendance, on ne pourra pas s'exonérer de continuer à se fournir comme on peut et à n'importe quel prix, parce que ça nous est indispensable. Tout simplement. Comment on considérera la Chine demain ? Encore une fois, j'ai l'impression que c'est une question importante qui peut se poser. Est-ce qu'on aura ces mêmes valeurs, ces mêmes principes demain quand la Chine récupérera Taïwan, puisque c'est l'histoire qui est écrite pour les prochaines années ? Est-ce que là, au regard de la taille de l'économie, on n'aura pas le même genre de discours politique ? Si le monde devient multipolaire, avec un poids des États et donc un poids du politique de plus en plus important, y compris dans le business, dans le milieu des affaires, est-ce qu'on va pouvoir investir encore demain dans des entreprises chinoises qui seront dans le giron du pouvoir politique, qui serviront les intérêts d'un pouvoir politique qu'on connaît, dont on sait quand même ce qu'il est, dont on connaît la nature ? Est-ce que certains de vos clients ne vont pas vous demander à un moment de regarder un peu précisément ces questions ? Non, mais c'est déjà le cas aux États-Unis, puisqu'un certain nombre de sociétés n'ont plus le droit de commercer avec les États-Unis, c'était chinoise, voire de ne plus être cotées en bourse ou de lever des capitaux. Donc, aux États-Unis, le mouvement a été lancé. C'est plus à cause de ce qui se passait avec les Ouïghours ou à cause de liens directs. Mais les sujets sont multiples. J'ai cité Taïwan, ça me semble très logique. Donc, c'est un élément du panorama qui va rester. Je pense que là, il faut se laisser un petit peu de temps devant nous. Ça ne va pas se faire. C'est pas l'urgence du moment. C'est pas du tout l'urgence du
du moment. Puis, comme le disait François, on a quand même besoin de continuer à importer des biens de consommation. Donc, on ne va pas non plus sanctionner tout de suite la Chine. Mais le côté un peu positif, s'il y en a, de cette crise sur l'Ukraine, c'est que le fait que le monde occidental ait réagi très rapidement pour condamner cette agression et mettre en place des sanctions, c'est de manière indirecte un message qui a été aussi envoyé à la Chine. Et bon, je pense qu'il fallait le faire. Ouais. C'est, moi, pour le coup, ma plus grande surprise dans ces événements, au-delà de, effectivement, l'invasion de l'Ukraine, c'est effectivement la rapidité et l'unicité de la réponse européenne sur les sanctions. Je crois que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a été imaginé, mais qui n'avait jamais été vécu. Ensuite, dans ma vie personnelle de boursier, voir la Suisse s'aligner sur ces sanctions à 100% dans un délai aussi court, je suis tombé des nues. C'est le monde à l'envers. En tout cas, c'est une très bonne surprise. C'est un renversement de table. C'est un renversement de table, oui, vous avez raison. Et clairement, s'il y a un échec de Poutine, c'est que je pense qu'il pensait sincèrement, au-delà de les résistances qu'il avait trouvées en Ukraine, il ne pensait pas du tout... Oui, probablement. Parce que nous-mêmes, on ne pensait pas, on n'imaginait pas être capable de mettre en place les grands négociateurs une telle unité. De notre communauté européenne ont vraiment eu, là aussi... On verra jusqu'où l'unité tient, puisque la question énergétique, encore une fois, est posée avec cette dépendance très forte de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés, j'entends, désormais. Alors, l'avantage des marchés financiers dans lequel nous naviguons, c'est qu'ils nous permettent de trouver, entre guillemets, des réponses, c'est-à-dire des investissements qui sont corrélés de manière positive à un certain nombre de sujets que nous avons aujourd'hui. Sujet matières premières, sujet inflation. On a des secteurs qui peuvent en bénéficier. Sujet géopolitique, tensions, etc. On a des secteurs industriels qui bénéficient à plein, et on le voit quand on regarde des Thales, des Dassault, y compris des Dassault Systèmes, où je me suis demandé au début si c'était pas certains investisseurs qui avaient confondu... C'était trompé entre aviation et système, parce que ça montait alors que les valeurs technologiques baissaient, et dans le contexte que nous traversions, je dis ça pour la blague, mais parfois on voit des choses qui nous surprennent sur les marchés, et ça en a fait partie. Donc on a des choses qu'on peut identifier qui correspondent à cette phase de marché. Il y a du spécifique intéressant là. Toujours. Mais dans un schéma de matières premières aussi, on a la chance d'avoir, on n'est pas les pays où il y a le plus de mines cotées, mais on a quelques sociétés qui sont directement connectées sur l'extraction et sur, je dirais, positivement à la survalorisation de certaines matières premières ou au recyclage de ces matières premières. Donc, typiquement, on a des grands acteurs français qui sont dans cette... Des utilities, c'est ça. Oui, c'est très porteur. Ils ont la capacité d'impacter les prix. Si on prend des exemples... Prendre Veolia, par exemple, où vous avez 70% du business où les prix sont indexés sur l'inflation, et une trentaine d'autres qui sont avec des clients pour lesquels vous avez des négociations régulières sur les prix et plutôt la main forte. Donc vous avez cette capacité de résilience par rapport au contexte économique et par rapport à un scénario de stagflation. Donc vous avez des titres comme ça que vous pouvez identifier. Et après, on a naturellement aussi, on peut aller chercher des valeurs, l'immobilier. Par exemple, l'immobilier, vous avez là quelque chose qui vous protège plutôt bien de l'inflation parce qu'on le voit bien, les indices de révision des prix. Là aussi, c'est indexé. Voilà, c'est assez indexé à la construction, évidemment, sur l'immobilier commercial. Et on a vu des parcours plutôt intéressants de ce côté-là. Des foncières, je pense à des foncières aussi allemandes qui se portent bien dans ce contexte-là. Oui, donc, et le marché fait les exemples que vous citez, oui. Ça va très vite. Oui. En fait, ça va très vite. Tout vite. ne baisse pas de la même manière. Parce que le cerveau des gérants, je pense, est calibré avec quelques sensibilités de base en fonction des secteurs et en fonction des entreprises. Et donc ça va assez vite. Et on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui des choses qui fonctionnent plutôt bien. Et d'ailleurs, il y a un autre secteur qui a très bien rebondi depuis la semaine dernière, c'est le secteur bancaire. On a un rebond extrêmement puissant du secteur bancaire qui avait fait pour le coup, un plongeon assez stratosphérique dans la première phase. Et ça, on est toujours confortable avec l'idée du secteur bancaire ? Je sais pas, s'il y a moins de croissance demain, si c'est plus compliqué... Si on regarde le taux à 10 ans français qui tangente les 1% et les marges de crédit qui vont nécessairement remonter, même s'il n'y a pas l'effet de levier sur la croissance, on n'est pas dans aujourd'hui une récession, en tout cas pas prévue dans le scénario central pour 2022. On a 2,8% de croissance anticipée, on va dire par le consensus, pour être poli.
clairement là, c'est un scénario qui est très favorable pour les banques. Et en matière inflationniste, elle est extraordinairement favorable pour les banques. Donc on n'a pas de sujet. Là où on a un sujet, c'est sur les provisions pour risque, évidemment, qui vont nécessairement remonter dans un contexte où il y a plus de fébrilité, où il y a plus de volatilité sur les... Et un sujet de volatilité, puisque c'est un secteur qui est également un petit peu plus risqué, donc plus volatile. Donc il est plus difficile à appréhender. Mais je suis d'accord, dans ces phases-là, le risque d'apparition du signe noir, alors on a parlé d'un signe noir de fermeture de robinet de gaz ou de pétrole, un signe noir bancaire, pourquoi pas? Je veux dire, un fonds de matière première aujourd'hui qui sauterait, ça me avec une place comme le London Metal Exchange qui n'arrive pas à coter le nickel, on peut imaginer qu'il y aura sur les matières premières des pertes de trading, ou en tout cas des problèmes, des sujets, etc., etc. Soyons clairs, la réalité physique des transactions sur la matière versus la réalité financière des encours qui sont manipulés sur les marchés financiers concernant cette matière physique sont dans des disproportions historiques. Donc on marche sur la tête. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'Europe réfléchit à les négocier donc hors marché de l'achat de gaz à l'Europe des 27 directement avec les producteurs de manière hors marché pour s'extraire de ce la financiarisation du... la financiarisation. De toute manière. Non, mais pour compléter la petite revue sectorielle qui était plutôt, on va dire, sur des secteurs, j'allais dire value, mais François Chollet, value. Non, mais moi, je trouve qu'en ce moment, il faut être assez diversifié. Il faut avoir effectivement des hedges, et c'est plutôt pour des raisons concrètes, des titres value, c'est-à-dire des pétrolières, des produits de base, voire des bancaires, c'est pas tellement un hedge. Mais à côté de ça, on a aussi des secteurs traditionnels qui avaient fait toutes les hausses des années précédentes, qui avaient été très attaqués par la hausse des taux, dont certains titres ont déjà pas mal reculé, sachant que les taux américains, eux, ont déjà pas mal monté. On commence à trouver des titres qui étaient très, très chers, qui deviennent un peu garpes. Donc on a aussi, indépendamment de ces secteurs-là, des titres plus classiques, plus traditionnels, qui ont aussi du pricing power comme le luxe, où on peut trouver des titres avec une certaine attractivité. Bon, c'est peut-être pas encore le cas de Dassault Systèmes, qui est encore assez cher, mais on peut trouver aussi des valeurs de croissance un peu moins chères. Moi, j'ai été surpris par des multiples en regardant des dossiers, en faisant des screenings pour essayer de trouver des choses, notamment dans les valeurs un peu techno-européennes, ou dans les valeurs connotées digitales. Non, mais je regardais des choses qui m'ont un peu marqué cette semaine. Je regardais HelloFresh, un dossier qu'on n'a pas en portefeuille, qui a été corrigé de manière considérable, qui est une techno qui gagne de l'argent, qui a du cash flow positif, qui fait de la livraison donc, de paniers repas à préparer à la maison. Donc avec des marges tout à fait confortables, et je vois le titre à 12 fois l'EBITDA, c'est-à-dire en valeur d'entreprise, quelque chose qui ne correspond pas du tout ni au secteur, ni à la qualité de cette entreprise-là. Donc ça fait c'est des signaux comme ça qu'on voit aujourd'hui sur pas mal de valeurs technologiques, et on regarde les fonds qui sont investis dessus, d'hypercroissance ou de croissance techno, les replis sont encore autour de moins 18, moins 20 pour une bonne partie d'entre eux. Donc, alors vous me dites que je suis value, c'est vrai que c'est ma culture. On a un très bon fonds de croissance qui pour le coup, a fait ce biais d'aller, à un moment donné, par choix, sortir de l'hypercroissance et des multiples à plus de 45 fois les résultats, pour aller vers des choses qui étaient plus raisonnables. Et effectivement, ça amène pas mal de surperformance depuis le début. Et c'est vrai que dans le rebond, c'est intéressant, mais le Nasdaq offre une bonne résilience. Après avoir corrigé plus que les autres, c'est sûr, mais c'est vrai que ça commence à... Non, mais je pense que c'est peut-être l'anticipation que les taux américains ont fait l'essentiel de la hausse. Si on reste dans un scénario médian assez confortable, où on n'a pas une inflation qui reste à 5% pendant 3 ans. Mais si on pense qu'au-delà de cette crise, avec les efforts de la Banque centrale américaine, on a une inflation qui se normalise aux alentours de 3, si les taux doivent monter à 3 ou 3,20, on est... plus si loin non plus. Et plus vite sera le mieux, 50 points de base, passer d'un chemin de 25 à 50 points de base, ça peut être utile dans le... Non, je pense que la Banque centrale, si elle monte ses taux plus rapidement, c'est pas tellement à cause du risque inflationniste. C'est plutôt pour se redonner rapidement des marges de manœuvre, pour pouvoir rebaisser les taux si on en avait besoin. En fait, l'histoire des banques centrales aujourd'hui, c'est qu'elles ont drivé les marchés depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans, c'est elles qui font les marchés. Aujourd'hui, on a une inflation qui fait qu'elles ont perdu énormément en crédibilité. Et donc, leur seul sujet, c'est retrouver la crédibilité vis-à-vis des investisseurs et vis-à-vis des agents économiques. Et se recréer des marges de manœuvre, faire d'une pierre deux coups en se recréant des... Le premier point, c'est la crédibilité. Vous dites. Parce que là, sincèrement, c'est inouï
la façon dont elles ont tardé, pardonnez-moi, à revenir dans le cycle et à remonter les taux. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que si jamais l'inflation américaine, après avoir marqué un pic à 10% et quelques, j'en sais rien, dans les prochains mois, se met à rebaisser en deuxième partie d'année, c'est pas 50 points de base au mois de mai de la Fed qui fait que l'inflation rebaissera quelques mois après. Surtout quand votre inflation elle est liée aux matières premières pour les 2 tiers de l'inflation. Donc là, on est, encore une fois, c'est un sujet de crédibilité qu'il faut réasseoir pour les banques centrales. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Banque centrale européenne elle-même se remet dans la course, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes éléments en face de nous en Europe. Malheureusement, on aimerait bien avoir de l'emploi aussi tendu, etc. Mais ce n'est pas du tout les mêmes éléments qu'aux États-Unis. Mais nous, on part de taux négatifs, quoi. Voilà. C'est ça. Mais il faut aller sur ce chemin de crédibilité, parce que c'est la manière de s'assurer qu'on aura encore avec nous pour de nombreuses années. Voilà. Un des éléments qui aurait pu expliquer d'ailleurs le rebond des marchés, c'est qu'on a eu quand même pas mal de rumeurs aussi sur ces obligations européennes qui pourraient être lancées en urgence pour venir en aide aux investissements de la transition énergétique. C'est pareil. Etc. C'est comme sur l'énergie, on attendra de voir jusqu'où l'unité européenne nous conduit sur ce point-là, sur l'idée d'une nouvelle séquence de dette commune après la dette commune du Covid. Bon, merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir partagé vos réflexions, votre analyse du moment dans cette phase de crise qui perdure, et des marchés qui ont cédé un peu de terrain aujourd'hui après un rebond spectaculaire ces derniers jours. On a fini en baisse de plus de 1% en Europe et à Paris notamment. Vincent Genzi était avec nous en plateau, le directeur de la stratégie d'investissement de Cholet, Dupont, Oudart, et François Chollet, directeur général de Montségur Finance.